Avant de démarrer, oui je sais, j'étais absent un moment, ça fait quand même 5 ans qu'État-Critique existe. Et je pense que c'est un événement qu'il faut fêter, l'émotion est à son paroxysme. Ouais bon enfin bref, on va pas y passer des heures, on va plutôt passer à notre film du jour. Tiré du best-seller de Nicholas Sparks, Le Temps d'un automne est le genre de film qui n'a pas fait une très grande impression au moment de sa sortie, mais qui a su charmer le public cible bien plus tard. Et quand je dis public cible, oui je parle bien des jeunes mineurs qui pourraient apprécier Twilight. Oh my god, this is the greatest movie I've ever seen in my life! Ce qui fait que même si le film peut sembler méconnu, il possède un grand nombre de fans. Si bien que beaucoup m'avaient demandé si je comptais en parler ou non. Au début j'avais répondu que non, rétorquant que je n'aurais sans doute pas grand chose à dire sur le film. Ouais, de toute façon, moi je suis un bonhomme. Majeur en l'air. Et puis au final, après avoir vécu une année totalement merdique qui s'est conclue par une rupture douloureuse, j'ai décidé de m'évader un peu avec un film différent de ce que je traite d'habitude. Mais bon, avant de parler du film, parlons de l'auteur du livre qui l'a inspiré. Oui, c'est reparti pour le moment chiant. Nicholas Sparks est un auteur qui fait chavirer le cœur des plus romantiques dans ses best-sellers. En 1996 sort son premier roman, Les pages de notre amour, ou The Notebook. Et c'est un succès immédiat. Les lecteurs sont sous le charme, soulignant la force des mots qu'ils lisaient malgré la simplicité de l'écriture. Et oui, je l'ai lu. Je fais pas les choses à moitié, moi. Pour l'avoir lu, je dois vous avouer que je me suis complètement laissé porter par cette romance. Rien que les premiers mots donnent le ton. Je suis un homme ordinaire, et j'ai mené une vie ordinaire. Aucun monument ne sera élevé à ma mémoire, et mon nom sera vite oublié. Mais j'ai aimé de tout mon cœur, de toute mon âme. C'est cucu, oui, mais on s'en fiche, c'est beau, merde. Bon, et le roman concerné dans tout ça? Le Temps d'un automne est donc... ah oui, excusez-moi, c'est vrai que c'est la traduction française du film et pas du livre. Et en plus, ça se passe même pas en automne. Oui, je sais, c'est une métaphore, merci. Donc, le roman à tout jamais sort en 99 et divise le public cette fois. Le roman raconte l'histoire de Landon, âgé d'une cinquantaine d'années qui se remémore son adolescence et surtout son histoire d'amour avec Jamie qui a littéralement changé sa vie. Le couple s'est aimé pour toute une vie pendant plusieurs mois et s'est marié jusqu'à ce que la maladie de Jamie les sépare. Bon, y a de quoi être un peu moqueur en lisant ça, moi le premier. Ouais. Jusqu'à ce que je découvre que l'histoire globale c'est ce qu'a vécu la sœur de Nicholas Sparks. Son petit ami voulait se marier avec elle même si elle avait un cancer et qu'il lui restait peu de temps à vivre. Elle est décédée en 2000. Wow, ça devient trop malsain, on ferait mieux de poursuivre. Si ce bouquin aborde des thèmes intéressants, je l'ai trouvé quand même assez long à démarrer et un peu fade. Ce qui fait que j'ai eu beaucoup plus de mal à m'attacher au personnage. Il est pas raté, mais un peu décevant quand même. Et puis la narration rappelle un peu trop son précédent roman. Mais bon, malgré les défauts qu'on pourrait lui reprocher, ça ne l'empêchera pas d'avoir une adaptation sur grand écran en 2002. Réalisé par Adam Shankman, qui a démarré sa carrière en tant que... chorégraphe, ça promet. Dans des films tels que Les Valeurs de la famille Adams, Drôle de fantôme, Casper ou Boogie Nights pour ne citer que les meilleurs projets. Pas étonnant donc de le retrouver à la production de tous les Sexy Dance, gage de qualité. Mais en tant que metteur en scène, il n'en était qu'à son deuxième film. Le premier étant Un mariage trop parfait qui n'est vraiment pas terrible, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais bon, quand on voit ce qu'il fera après, gage de qualité. Au casting, on peut retrouver Mandy Moore, chanteuse en plus d'être actrice, pour qui ce rôle lui permettra de se révéler mondialement. Puis Shane West qui avait déjà joué dans la série Deuxième Chance. Qui connaît ? Personne ? Ok. Le film n'a pas si bien marché que ça, bien qu'il ait rentabilisé son budget, ayant coûté 12 millions de dollars. Et en France, personne n'est allé voir ce film, faut dire que tout le monde se réservait pour Le Seigneur des Anneaux ou Harry Potter. Mais déjà, de quoi ça parle ? L'histoire reste très similaire au bouquin. Landon, un lycéen rebelle et chef d'une bande peu fréquentable, est contraint de donner des cours à des enfants en difficulté, et aussi de participer à la pièce de théâtre de fin d'année. So would it kill you to try? Yup, and I'm too young to die. Il va donc demander de l'aide à Jamie, une fille introvertie et optimiste. Bien que tout semble les opposer, ils vont finir par se rapprocher et tomber éperdument amoureux malgré l'opposition des amis de Landon. Malheureusement, leur relation est chamboulée lorsque Jamie avoue à Landon qu'elle a une leucémie et que ses jours sont comptés. I have leukemia. No. You're 18. You're perfect. No. I found out 2 years ago and I've stopped responding to treatments. Non, ça va, je déconne. On entre direct dans le domaine du teenage movie avec cette adaptation, un film mettant en scène des ados pour des ados. Ce genre, considéré comme l'antithèse du bon cinéma pour les entre guillemets vrais cinéphiles, semblait être revenu à la mode depuis 96 avec le succès de Scream. On a donc eu droit ensuite à Souviens-toi l'été dernier, The Faculty, Cruelle Intention et bien sûr American Pie.
Malheureusement, ce genre est limité à cause d'ingrédients beaucoup trop récurrents, comme le montrera la parodie Sex Academy, qui, à défaut d'être particulièrement drôle pour ma part, avait au moins le mérite de dénoncer sans aucune subtilité tous les codes les plus éculés du teenage movie. Salut Quentin. Et Le Temps d'un automne entre dans ce cercle. Rien qu'en vous résumant le long métrage, je pense que la plupart a dû se dire que c'était le scénario typique et cliché de ce genre de comédie romantique. Dans ce cas bien précis, on a le rebelle superficiel qui va être charmé par la petite introvertie. Rien que le film Grease nous montrait ce cas de figure, et c'était en 78 les mecs. Surtout qu'au niveau de l'adaptation, le problème aurait pu être résolu si le contexte historique était le même que dans le livre. Et c'est pas le cas. Car au lieu de se passer dans les années 50 comme dans le roman de Nicholas Sparks, le long métrage préfère se concentrer dans les années 90 afin d'apporter une modernisation qui pourrait attirer un plus grand public. Si dans le roman ces stéréotypes pouvaient passer car la façon de penser à l'époque était différente, ce n'est pas le cas dans le film et du coup les ficelles sont beaucoup plus visibles et moins excusables. On se retrouve donc avec une adaptation qui peine à se dépêtrer du code des teen movies. Un récit classique qui risque d'en refroidir plus d'un rien qu'à l'annonce du synopsis. Bon après on est dans une comédie romantique, la construction de ce genre de film est souvent la même. On sait qu'on va suivre deux personnes qui vont se rapprocher et qui vont finir par s'aimer. Donc juger le film sur son originalité, c'est un peu trop facile. Car le fait que la trame et les personnages soient clichés ne devient un défaut que si le film ne se limite qu'à ça et n'en fait rien de réellement pertinent. Après oui c'est cliché, c'est un fait, mais je trouverais ça dommage de ne le limiter qu'à ça, car après tout ce qui compte ce n'est pas l'originalité d'une histoire, mais la qualité de celle-ci. Même si bon oui, il y a des clichés qui sont plus gênants que d'autres, et il y a des choses qui ne se font tout simplement pas, comme Paranormal Activity, Frank Leboeuf dans un film américain, ou MJ qui chante. Pourtant l'histoire démarrait de façon surprenante. On avait un plan séquence de 3 minutes, enfin presque. Dommage. Une ambiance thriller avec un accident qui manque de tuer quelqu'un, et un point de départ qui semblait augurer quelque chose de moins classique par rapport à ce qu'on a vu auparavant. Bref, l'espoir montait. Mais peu après, on se rend compte que cette intro ne servait à rien, car le film reprend une narration classique. Trop classique peut-être. Comme par exemple les deux qui ne peuvent pas vraiment s'entendre au début. Hey, Carter. So I'll see you after school? And in your dreams. Qui vont se découvrir peu à peu des points communs. Jamie, I'm trying here, okay? Maybe I miss spending time with you. Et qui vont se mettre ensemble malgré le fait que ça risque de nuire à la réputation de Landon. Mais ce dernier s'en fout car l'amour va au-delà des préjugés. Fatality. Ce qui fait que ce film, bien que classique, donne des leçons de vie certes basiques mais intéressantes pour les ados, comme le fait de rester soi-même malgré le jugement d'autrui. Le rejet de la différence et la superficialité sont critiqués par l'intermédiaire des amis de Landon qui sont stupides au point de se montrer cruels envers ceux qui sortent de la norme. Et là, les fans d'Indochine viennent sûrement de s'évanouir. Très clairement, le film cherche à pointer du doigt la pression collective, et aussi parler de l'affirmation de l'identité en fin d'adolescence. Donc rien de tel qu'un lycée pour parler de cela. Parce qu'en clair, pour devenir meilleur, il faut aller vers les personnes qui nous élèvent, qui nous apportent quelque chose. Mais le film nous enseigne autre chose. Il faut vivre sa vie le regard toujours tourné vers l'avenir, en acceptant la souffrance autant que le bonheur. Vivre tout simplement, quoi. Et tout ça par l'intermédiaire du personnage de Jamie et son optimisme malgré le destin qui l'attend. Cette jeune fille très croyante et consciente de la beauté de la vie et pleine de rêves. C'est ce qui lui donne tant de force. Une force que l'on doit tous avoir malgré les aléas de la vie. Ouais bon, vous l'aurez compris, le film nous enseigne beaucoup de choses. Et ça lui donne un côté moralisateur qui peut en agacer plus d'un. Après, le long métrage n'exploite pas assez la plupart de ses thèmes. On reste en surface et c'est assez dommage parce qu'il y avait possibilité d'apporter plus de force au message. Je pense notamment à la situation qu'a Landon avec ses parents, qui est trop mineure par rapport à ce qu'elle peut représenter. La mère marquée par la vie, abandonnée par son mari, qui cherche néanmoins à se rattraper auprès de son fils, en vain. Et encore une fois, on entre dans un schéma narratif totalement éculé. Mais bon, le plus important dans ce genre de film, c'est la beauté de la romance. Et pour moi, ça se définit en 3 points. Premier point, la construction de leur relation. Le film prend son temps pour créer une alchimie entre les deux personnages. Ne se trouvant que très peu de points communs au départ, ils vont apprendre à se connaître et surtout à se découvrir. C'est surtout lors de la pièce de théâtre que le déclic va avoir lieu. Quand Landon voit Jamie chanter, il la voit différemment. Et on comprend de suite que ses sentiments vis-à-vis d'elle sont en train de changer. D'ailleurs, la chanson Only Hope est magnifique. Pray. Oui, c'est Mandy Moore qui chante. Très belle voix.
Peu après, il y a des passages certes simples mais qui peuvent toucher le public visé, comme le moment où Landon défend sa bien-aimée devant ses amis qui se moquent d'elle, celui où ils contemplent tous les deux les étoiles avec le télescope de Jamie, ou encore bien sûr la réaction de Landon lorsque Jamie lui apprend qu'elle est atteinte d'une maladie incurable. Et malgré son chagrin, Landon va tout faire pour la rendre heureuse pendant tout le temps qui lui reste à vivre. Car l'amour ne va pas qu'au-delà des préjugés, il va aussi au-delà du temps. C'est comme le vent, on ne peut pas le voir, mais on peut quand même le sentir. Il y en a pas mal qui pourraient reprocher à ce long métrage d'être un film tire-larme. À ce moment-là, autant y aller à fond et reprocher à un film d'horreur de vouloir faire peur et une comédie de vouloir faire rire. Et surtout pour un film cliché, ils auraient pu en faire encore plus, car on n'a pas le sempiternel malentendu qui met à mal n'importe quelle romance dans toute comédie de merde. Mais surtout, il évite le pathos lourdingue en ne montrant pas la mort de Jamie ni l'enterrement, préférant se concentrer essentiellement sur le positif. Spoilers, un parti pris que j'apprécie beaucoup, car il est très représentatif de la nostalgie que l'on éprouve lorsqu'on pense à une de nos plus belles romances. On préfère penser au bon moment plutôt qu'au mauvais, chose que le livre ne faisait pas, car la dernière partie du récit était tellement déprimante qu'au lieu d'avoir envie de vivre une relation de ce genre, c'était tout l'inverse qui se produisait. Le film décide de faire preuve d'un plus grand optimisme, quitte à donner l'impression de bâcler sa fin et d'être un peu trop niais. Mais au moins cela peut donner envie aux adolescentes de vivre le même genre d'histoire. Le final, sous forme de clip show, nous montre des personnages gentils et heureux, y compris le père et les amis de Landon qui, par amitié envers lui, se sont rendus compte de leur connerie et ont préféré venir le soutenir. Et plus je regarde cette scène, plus je l'apprécie, notamment grâce à la version originale de la chanson Honey Hope par le groupe Switchfoot. C'est beau, peut-être même un peu trop pour qu'on y croie, même si on en a envie. Deuxième point, les dialogues. Et là, c'est assez inégal. Déjà, je vous demanderai d'éviter comme la peste la VF qui rend les dialogues encore plus artificiels qu'ils ne le sont déjà. Parce qu'au niveau de l'écriture, certaines phrases sont bien écrites et font suffisamment naturelles pour être crédibles, tandis que d'autres sonnent un peu fausses. Bon, pas par rapport au fait que personne sur Terre ne pourrait sortir ce genre de phrases. Après tout, moi je les ai sorties. C'est surtout le contexte qui fait que ces mots semblent forcés et pas assez spontanés. You have to promise you won't fall in love with me. That's not a problem. Bon, après, certains pourraient prétexter que la maturité de Jamie ne va pas du tout avec son âge. En même temps, mettez-vous à la place du personnage et de son état de santé. Ce genre de situation, ça accélère le processus de maturation et c'est parfaitement normal et naturel. Je préfère préciser ça car ça en a gêné beaucoup dans le film Nos étoiles contraires. Et ça, je ne l'ai jamais compris. Troisième et dernier point, la performance des acteurs qui fait que oui ou non, on va s'attacher à leur relation. Me concernant, je les trouve très convaincants. Les deux interprètes ont une complicité qui fonctionne plutôt bien à l'écran. Sean West a un jeu sobre et juste. Il possède ce charisme naturel qui correspond parfaitement à son rôle. Tandis que Mandy Moore, en plus d'être magnifique, nous livre une performance touchante tout en retenue. Moi personnellement, elle me fait bien craquer. C'est dégueulasse. Et j'aimerais dire que la mise en scène a su bien mettre en valeur ce couple à l'écran, mais c'est pas vraiment le cas. Certes, on a quelques plans sobres et travaillés, plusieurs techniques de mise en scène comme l'utilisation de la demi-bonnette, et également ce petit plan séquence d'introduction très sympathique qui enchaîne avec de la shaky cam dès que la situation dégénère. Mais la réalisation est quand même assez régulière étant donné que le cadrage est un peu approximatif, surtout dû au format cinémascope, ce qui fait que certains plans donnent l'impression d'être littéralement rognés. Waouh, c'est tellement artistique. On a aussi quelques transitions maladroites et un léger abus de clip show. Bon, sûrement en accord avec le désir du metteur en scène qui voulait mettre en avant la musique à la place des mots, mais ça peut devenir très vite redondant. En conclusion, Le Temps d'un automne est un film cliché, guimauve et prévisible. Alors pourquoi je lui mets pas d'alerte bousasse ? Je dois vous avouer que je ne le sais même pas moi-même. Je ne saurais pas vous expliquer, mais j'ai apprécié ce long métrage. Je suis parfaitement conscient qu'il y a bien mieux comme The Fountain ou 500 jours ensemble pour ne citer que les plus récents. Bon, ça veut pas dire que je trouve que ce sont les meilleurs pour autant, hein. C'est peut-être le fait que je suis devenu un peu trop à fleur de peau, ou alors un peu trop sentimental, c'est peut-être le cas. Qu'est-ce que tu dis ? Ah non, mais ta gueule, continue. Mais quand j'ai vu ce film, ça m'a fait du bien. C'est de la guimauve, oui, mais pas de la guimauve qui nous écœure parce que c'est trop sucré, mais celle qu'on reprend avec plaisir par gourmandise. Ça a été une petite bouffée d'air frais, et je reconnais que j'en avais besoin en ce moment. Malgré ces stéréotypes, Le Temps d'un automne a le mérite d'avoir de beaux messages, qui peuvent pousser les ados à s'interroger et à se dépasser. Contrairement à tous les teen movies qui sont sortis récemment. Suivez mon regard. Ce n'est pas un bon film, mais il a ce petit quelque chose qui fait que je ne peux pas le détester. Je peux comprendre pourquoi certains le trouvent mauvais, mais je peux comprendre aussi pourquoi certains l'apprécient autant. C'est certes niais, cucu et tout ce que vous voulez, mais de temps en temps, on a besoin de ce genre de choses. En tout cas, moi, j'en avais besoin.
Ok, commentaire sur le fait que je suis sûrement gay dans 3, 2, 1...